Alors surtout, ce que je voudrais souligner, c'est il y a un fait dans l'actualité qui m'a paru très grave, c'est que sont attaqués de manière quasiment parallèle et concomitante, d'abord le professeur Perron et ensuite le professeur Didier Raoult. Alors tous les deux d'ailleurs alors il y a eu une double attaque vis-à-vis de Raoult, c'est que d'abord il y a eu disons un moment de flottement entre l'IHU de Marseille et Sanofi, le gouvernement, sur les livraisons d'hydroxychloroquine, et on attaque et le professeur Perron et Didier Raoult. Bon, très bien. Pas besoin de présenter ni l'un ni l'autre. Je dirais juste, parce que chacun a ses propres conflits d'intérêts, j'en ai un en la matière, c'est que quelqu'un qui est très cher à mon cœur et qui se reconnaîtra, qui est de mon sang, est atteint d'une forme sérieuse de la maladie de Lyme. Et lors de rencontres médicales, mon père a eu la chance de s'entretenir, enfin mes parents d'ailleurs, pas uniquement mon père, ont eu la chance de s'entretenir avec le professeur Perron du cas de cette personne. Et je dois dire que, d'ailleurs, c'est confirmé par Nicole de Lépine, dont le professeur Perron était le patron à Garches, Perron est un croisé de la médecine. C'est quelqu'un qui a une vision apostolique du fait médical. Et d'oser s'attaquer à un homme qui a bataillé seul pour que soit reconnue la maladie de Lyme, parce que, je le dis, nous avons vécu ce temps où on disait que les malades de Lyme étaient des malades mentaux qui voulaient attirer l'attention sur eux. Euh, et cet homme s'est battu seul. Et l'association, enfin d'ailleurs, même pas l'association, quelques personnes au sein de l'association française spécialisée sur Lyme ont sorti Perron alors qu'ils lui doivent tout. C'est vraiment une société de bas empire, c'est vraiment une société de chiens. Et encore, si la Fondation Bardot me colle un procès pour ça, elle aura pas tort. Je paye par avance. Parce que les chiens méritent pas, les chiens méritent pas ça. Le, pardon, la scie. D'oser s'attaquer à cet homme pour une seule raison, c'est qu'il a souligné tous les manquements de cette crise. Il a émis des doutes. Alors certes, tout ce qu'il n'a pas dit, tout le monde l'a entendu sur des éventuels conflits d'intérêts, des affaires de corruption. Mais en quoi, un, c'est son droit, deux, il n'a jamais été condamné en diffamation. Est-ce que c'est sa faute si la plupart des médecins qui le critiquent n'osent pas, au mépris de la loi Transparence Santé, n'osent pas souligner leur propre conflit d'intérêts avant d'ouvrir leur clap-merde? À titre personnel, moi j'en ai pas. Un, j'y suis pas soumis, je ne suis pas professionnel de santé. Donc, ce qui, moi, me terrorise, c'est qu'aujourd'hui, on puisse jeter l'honneur d'un homme à Jean-Michel Apathy, comme ça. Tu vois, c'est surtout d'un homme qui a soulagé et sauvé, peut-être de sa main des centaines, mais par son combat des milliers de gens. Ensuite, ça fait longtemps que le système voulait se faire Perron. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, on va être très clair, qu'est-ce que la maladie de Lyme? C'est une sorte euh, de, de destruction des fonctions vitales élémentaires par degré. Au début, vous êtes patraque, vous avez de grandes phases de fatigue, puis ensuite, si vous voulez, votre corps vous trahit. Alors vous n'avez, si vous voulez, ça ne se fait pas, ça se fait par saute, etc. C'est tout à fait, ça peut avoir des conséquences terribles, hein. Ça peut tuer, ça peut paralyser. C'est assez, comment dire, pour les personnes qui vivent dans l'angoisse d'avoir leurs proches atteints de cette maladie, c'est assez. Alors, si vous voulez, ce n'est pas aussi grave que j'ai beaucoup connu dans ma région des amis proches qui ont atteint de sclérose en plaques, mais ça peut se terminer tout aussi mal, pour être honnête. Mais alors, contrairement à la sclérose en plaques, qui est vraiment une condamnation, c'est-à-dire que
C'est une maladie qui ira jusqu'au bout. La maladie de Lyme est plus aléatoire. Il faut être très honnête. Et que cet homme-là, qui a incarné le serment, se fasse traîner dans la boue parce qu'il a osé dire que Lyme serait comment dire, un des grands scandales de notre temps. Pourquoi? Pour une raison qui est très simple. Comme vous le savez peut-être, la maladie de Lyme vient de la morsure du tic. Or, pourquoi y a-t-il tellement de maladies de Lyme? Pour une raison, c'est qu'on a arrêté de s'occuper des forêts. Donc, les tiques les ont colonisées. Et donc, les forêts sont devenues dangereuses. Nos forêts sont devenues dangereuses par manque d'entretien, vu qu'on a flingué le service des eaux et forêts. Et donc, voilà, messieurs Giscard, Mitterrand, Chirac, nains magyars, obèses de Tulle, cocaïno-festifs, ont enfanté ce problème de santé publique majeur. Stéphane Karuska travaille pour l'ONF et s'inquiète pour son avenir. Si la gestion des forêts communales est privatisée, il y aura moins d'emplois. D'après ce syndicaliste, l'ONF a déjà perdu 40% de son personnel en 30 ans. Pour les 2 prochaines années, il est annoncé 1500 suppressions de postes supplémentaires, c'est-à-dire encore 20%. Extrêmement difficile à gérer parce que la tique est un animal extrêmement résistant. Nos amis britanniques utilisent particulièrement la réintroduction massive de renards, pas du tout pour tuer la tique, vous l'imaginez bien, mais pour tuer ses porteurs, donc particulièrement les rongeurs, avec un certain succès. Donc sinon, c'est un animal en plus qu'on a énormément de mal à tuer, qui ne peut être, disons, élagué que par des grands froids, etc. Donc ça fait très longtemps que Péronne les emmerde, et donc il faut s'attaquer et salir cet homme, menacer ses étudiants, menacer ses collègues. Lui, il est intouchable. Hein. Et je rappelle que, comme le professeur Raoult, sur lequel je reviens moins parce que maintenant tout le monde connaît Panoramix, si on voit le professeur Péronne et le professeur Raoult dans leur rang d'universitaire, je crois d'ailleurs que le professeur Raoult est professeur hors classe. Hein. Je rappelle au Conseil de l'Ordre qui n'a pas ou aux associations qui essayent de les censurer, l'un comme l'autre, et surtout Péronne dans le cadre associatif, que, vu qu'ils n'ont pas de plainte de patients, alors que je ne suis pas certain, vu que toutes les études précisent et affinent le fait que le Covid-19 soit avant tout un fait de prise en charge et que personne n'a fait l'équivalent des prises en charge de l'IHU, en France en tout cas. Donc je ne suis pas certain qu'une partie des médecins qui s'en prennent, que ce soit Raoult ou à Péronne, soit totalement au clair avec d'éventuelles poursuites qui pourraient être menées contre eux. Je maintiens en plus que ce sont 2 universitaires, et ce faisant, ils ont une liberté d'expression et de recherche pleine et entière qui va avec le métier, et qui est, disons, liée à leur statut. Je rappellerai juste 2 articles du Code de l'éducation. L'article L121-9, à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle. Deuxième chose, article L952-2 du même Code de l'éducation, les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. À aucun moment, Didier Raoult ou Christian Péronne n'a atteint disons, la liberté médicale de leurs confrères. La preuve, ils n'ont d'ailleurs même pas dit il faut faire un seul traitement, celui à base d'hydroxychloroquine, d'azithromycine. Ils ont dit voilà ce que nous on fait. Et on s'étonne qu'on nous empêche de le faire. Il n'y a aucune atteinte à la liberté médicale dans ce cas-là. Quant à l'objectivité, ils ont tous les deux une absence totale de conflit d'intérêts. La preuve, d'ailleurs, pour ceux qui craignaient pour Didier Raoult, c'est des boires avec Sanofi, qui produit l'hydroxychloroquine, doivent vous
assurer de sa bonne foi. De plus, à aucun moment, s'ils ont, ce qui est leur droit constitutionnel, critiqué le plan sanitaire, enfin disons l'état sanitaire du gouvernement, ils n'ont jamais, comment dire, donné directement ou indirectement des conseils qui auraient pu mettre en danger la vie des patients, qu'on pourrait dire des conseils qui auraient été donnés de manière trop légère. Donc sincèrement, que le Conseil de l'ordre sache rester à sa place, c'est une institution on se rôle d'ailleurs, parce qu'on me posait la question il n'y a pas longtemps, on me disait c'est fait pour protéger les médecins, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais surtout on faisait le parallèle avec le syndicat de la magistrature ou les autorités représentantes des journalistes. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que pour les journalistes comme pour les magistrats, il y a un réflexe que j'appellerais de lutisme de classe, c'est-à-dire un syndicalisme de caricature qui est fait pour protéger les brebis galeuses. D'ailleurs, je crois qu'un haut magistrat de France vient d'être pris pour 4 agressions sexuelles dans le métro. Un haut fonctionnaire mis en examen pour agression sexuelle quand l'homme a été identifié il y a encore quelques mois. Il était membre du Conseil supérieur de la magistrature. Il en a été exclu depuis. À l'origine, Gladys Lafitte, une longue enquête policière pour retrouver un prédateur du métro parisien. Oui, c'est une enquête qui a commencé en 2018. Un homme, à ce moment-là totalement anonyme, aborde des jeunes femmes dans le métro. C'est toujours le même mode opératoire et dans le même secteur, sur les mêmes lignes. Certaines racontent qu'il les embrasse de force ou encore qu'il leur touche les parties intimes malgré leurs protestations. Alors 4 victimes déposent plainte. La dernière, c'est en février dernier. Les enquêteurs en sont sûrs, c'est le même agresseur. Il est visible sur les vidéos surveillance. Ils finissent alors par découvrir, grâce aux commerçants du secteur, qu'il s'agit donc de Jean Cabane, 65 ans, haut fonctionnaire et membre du Conseil supérieur de la magistrature. Il est aussi officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Il est même confondu par son téléphone qui bornait sur les lieux des agressions et au même moment, et puis par des images et des recherches internet retrouvées dans son ordinateur. Il est alors placé en garde à vue. On est en mai dernier et Jean Cabane nie les faits, mais il est tout de même mis en examen pour agression sexuelle et dans la foulée, au mois de juin, il est contraint de démissionner du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi pas, hein. Ça donne un nouveau sens au terme raide comme la justice. Alors que la plupart du temps, face à l'ordre des médecins, face à d'éventuels problèmes, l'ordre des médecins laisse tomber les médecins et n'est là que pour être la courroie de transmission médicale du pouvoir. Il y a un droit des professeurs de faculté de l'autonomie de parole, et ce n'est pas à l'État et ce n'est pas au Conseil de l'ordre, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo bilan sur le coronavirus, qui est une institution vichysoise et qui en a gardé les mœurs. Le Conseil de l'ordre n'a pas à fliquer les médecins. Il pourrait se mêler de cette affaire s'il y avait eu des patients mis en danger, ce qui n'a pas été le cas, ou s'il y avait eu une atteinte à la liberté médicale faite par le professeur Perron sur d'autres équipes médicales ou par le professeur Raoult sur d'autres équipes médicales. Mais alors s'attaquer à la sommité mondiale qui est Didier Raoult au nom du charlatanisme, il faut quand même que le Conseil de l'ordre se méfie bien des mots qu'il emploie. Son bien piètre choix de mots risque de se retourner contre lui. En plus, je le rappelle, le professeur Raoult premièrement, devrait être retraité depuis un long moment, donc je ne vois pas tout à fait ce que vous entendez lui faire. Et si vous voulez l'humilier, je vous souhaite bien du plaisir. Car la carrière médicale, que ce soit celle de Perron ou celle de Raoult, sont quand même relativement en keblar. Vous me direz, il y a l'affaire Perron parce qu'on lui en veut d'avoir émis une hypothèse qui n'est qu'une hypothèse, que la maladie de Lyme ait pu être à la base liée à une expérience américaine. Alors premièrement, pour ceux qui se rappellent de certaines affaires de petits villages empoisonnés dont les Américains ont reconnu leur responsabilité là-dedans. Les Américains ont déjà fait ce genre de bêtises. Deuxièmement, je rappelle que les fondements de la méthode scientifique sont d'émettre toutes les hypothèses et de les valider ou de les invalider. Mais pour les valider ou les invalider, il faut les émettre.
que ces hypothèses vous choquent, qu'elles vous inquiètent. Hein, c'est les limites de la liberté d'expression. Hein. Les textes sur la liberté vont jusqu'aux propos qui choquent ou inquiètent. Bien là, c'est pareil. Ce sont les règles de la méthode scientifique, ce sont les règles de la direction de l'esprit. Si cela déplaît au Conseil de l'ordre, c'est que le Conseil de l'ordre, comme souvent les institutions issues de Vichy d'ailleurs, a peut-être fait son temps. Mais nul ne peut croire que le Conseil de l'ordre agisse seul. Car je vous rappelle comment fonctionne le Conseil de l'ordre. Hein, c'est départementalisé, dominé par les médecins spécialistes et incarné souvent par des médecins généralistes qui n'exercent plus et qui deviennent des fonctionnaires de la médecine, et qui évaluent les médecins qui bossent. Alors évidemment, comme c'est départementalisé, c'est une vaste féodalité, il faut être bien avec le Conseil de l'ordre. Hein, et si vous êtes, ça j'en parle d'expérience, si vous n'êtes pas dans les petits papiers du Conseil de l'ordre, vous avez bien des problèmes. Bon, pourquoi pas? Admettons. Mais ce type d'institution n'est pas du tout un syndicat ou... Non, non. C'est un organe disciplinaire et c'était fait pour ça parce qu'à la base, c'était pour que les médecins soient écrasés par le régime de Vichy et en plus pour traquer les médecins juifs. Donc, si vous voulez, je ne suis pas certain que l'ordre puisse la ramener et particulièrement, je ne suis pas certain qu'il puisse la ramener face à des hommes comme Péronne et le professeur Raoult qui méritent tous les deux notre soutien et de voir ces hommes, en plus, si vous voulez, à la rigueur, qu'on puisse être choqué par la verve de Raoult, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on n'évalue plus les qualités des gens, on évalue leur image. Peut-être, mais Raoult, c'est certainement un homme qui a sauvé des centaines de personnes de ses mains. Ça peut vous donner une certaine sûreté de vous-même. Et puis, après tout, si Darmanin est sûr de son pouvoir de séduction, même si il le force un peu de temps en temps, m'a-t-on dit, pourquoi Raoult ne serait pas... disons, très conscient de ses capacités médicales. Mais regardez l'extrême humilité qu'est Christian Péronne. Et c'est vraiment le cœur souffrant d'un médecin, et que la médecine en France soit encore capable d'être incarnée par des gens comme ça, prouve que contrairement à la magistrature, contrairement à la politique, contrairement à une large part de la police maintenant, eh bien la médecine française n'est pas devenue une discipline de petits mecs. Voilà. Alors, soutenez-les, et soutenez la presse libre, dont nous, qui essayons disons, de protéger serait un bien grand mot, mais en tout cas, d'accompagner ces vrais donneurs d'alerte du débat public. Merci à tous.